Bienvenue sur Lumière Noire. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire vraie qui prouve que même dans les ténèbres les plus profondes, l'amour peut transformer nos vies. Le 12 décembre 1941, alors que la haine déferlait sur l'Europe, des êtres humains ont choisi l'espoir plutôt que la peur, le courage plutôt que l'indifférence. Cette histoire vous touchera au plus profond de votre âme. Abonnez-vous et aimez cette vidéo pour que d'autres découvrent cette lumière dans l'obscurité. Chapitre 1. L'ombre descend sur Paris. C'était un vendredi matin glacial, le 12 décembre 1941. Paris dormait encore sous un ciel de plomb, enveloppé dans cette obscurité particulière qui précède l'aube d'hiver. Les rues pavées brillaient d'un givre argenté, et la ville semblait retenir son souffle, comme si elle pressentait que cette journée marquerait à jamais la mémoire collective. Dans le quartier du Marais, où les boulangeries commençaient tout juste à embaumer l'air de leur premier pain, personne ne savait encore que l'histoire allait basculer. Sarah Goldstein, une jeune femme de 23 ans, aux yeux noisettes et aux cheveux sombres soigneusement tressés, se réveilla ce matin-là avec une sensation étrange au creux de l'estomac, un pressentiment. Elle habitait un petit appartement au 3e étage d'un immeuble étroit de la rue des Rosiers, avec ses parents, son petit frère David, âgé de 8 ans, et sa grand-mère Rebecca, qui ne sortait presque plus depuis que les lois antisémites avaient commencé à pleuvoir sur la communauté juive de France. L'appartement était modeste mais chaleureux, rempli de l'odeur du pain de challah que sa mère préparait chaque vendredi pour accueillir le Shabbat. Sarah travaillait comme couturière dans un atelier clandestin, car les Juifs n'avaient plus le droit d'exercer la plupart des professions. Elle cousait des vêtements pour des familles françaises qui, malgré l'occupation nazie, continuaient de vivre comme si de rien n'était. Chaque point d'aiguille était un acte de résistance silencieuse, une façon de dire « Je suis encore là, vous ne m'avez pas effacé ». Mais ce matin-là, en regardant par la fenêtre givrée de sa chambre, Sarah vit quelque chose qui lui glaça le sang. Des camions militaires, 4, 5, 6, elle perdit le compte. Ils avançaient lentement dans les rues étroites du Marais, leurs moteurs grondant comme des bêtes affamées. Des soldats allemands en descendaient, vêtus de leurs uniformes vert de gris, la mitraillette à l'épaule, le visage impassible. Ils portaient des listes, de longues listes dactylographiées avec des noms, des adresses, des numéros d'appartements. Sarah reconnut immédiatement ce que la signifiait. Son père lui en avait parlé à voix basse quelques semaines plus tôt, après avoir entendu des rumeurs au marché noir où il allait chercher de la nourriture. « Ils préparent quelque chose », avait-il murmuré. « Une grande rafle, ils veulent nous emmener tous. » Sarah se précipita hors de sa chambre, pieds nus sur le plancher froid. « Papa, maman, ils sont là !» cria-t-elle. Son père, Jacob, un homme au visage marqué par les épreuves mais au regard toujours doux, sortit immédiatement de sa chambre. Il n'eut pas besoin d'explication. Il avait lui aussi entendu les moteurs, les ordres criés en allemand dans la rue. Sa mère Esther apparut avec David dans ses bras, le petit garçon encore à moitié endormi, ses cheveux bouclés en désordre. « Il faut partir, maintenant », dit Jacob d'une voix qu'il essayait de garder calme, mais qui tremblait légèrement. La grand-mère Rebecca, assise dans son fauteuil près de la fenêtre, où elle passait désormais la plupart de ses journées, secoua doucement la tête. « Je ne peux pas courir, mon fils. Mes jambes ne me portent plus. Partez sans moi. Sauvez les enfants. » Jacob s'agenouilla devant elle, les larmes aux yeux. « Je ne vous laisserai pas, maman. » Mais Rebecca posa sa main ridée sur son visage. « Tu n'as pas le choix. C'est moi ou eux. Choisis la vie. » Les coups résonnèrent à la porte. Bam, bam, bam. Des coups violents, impatients, terrifiants. « Aufmachen, Polizei !» Une voix gutturale, dure comme de l'acier. « Ouvrez, police !» Sarah regarda son père, puis sa mère qui serrait David contre elle. En quelques secondes, Jacob prit la décision la plus déchirante de sa vie. Il embrassa sa mère sur le front, attrapa Sarah par le bras et fit signe à Esther de le suivre. Ils se précipitèrent vers l'arrière de l'appartement, vers la petite fenêtre qui donnait sur la cour intérieure de l'immeuble. Pendant ce temps, Rebecca se leva difficilement de son fauteuil et marcha jusqu'à la porte. Elle l'ouvrit calmement, dignement, le menton relevé. 2 soldats nazis et un policier français se tenaient devant elle, leur visage dur et sans émotion. « Combien de personnes habitent ici ?» demanda le policier français en consultant sa liste. Rebecca le regarda droit dans les yeux. « Je suis seule. Mon fils et ma belle-fille sont morts l'année dernière. J'attends la mort ici, tranquillement. » Le policier hésita, regarda sa liste à nouveau,
Le soldat allemand, plus impatient, poussa Rebecca à l'intérieur et commença à fouiller l'appartement. Il ouvrit les placards, regarda sous les lits, chercha des cachettes. Dans la cour intérieure, Jacob, Esther, Sarah et David couraient le long des murs humides, se faufilant entre les poubelles et les vélos abandonnés. Le petit David ne comprenait pas ce qui se passait et commençait à pleurer. Sarah le prit dans ses bras et lui chuchota « C'est un jeu, David, on joue à cache-cache, il faut être silencieux comme une petite souris. » L'enfant renifla et hocha la tête, s'accrochant au cou de sa grande sœur. Ils atteignirent une porte dérobée qui menait à un passage secret que seuls les habitants du quartier connaissaient. C'était un ancien passage médiéval, datant de l'époque où les marchands juifs devaient se cacher des persécutions. L'histoire se répétait, cruelle et implacable. Jacob ouvrit la porte et fit signe à sa famille d'entrer. Le passage était sombre, étroit, sentait le moisi et les rats, mais c'était leur seule chance. Ils marchèrent dans l'obscurité pendant ce qui leur sembla une éternité, guidés uniquement par la main de Jacob qui connaissait chaque recoin du marais. Derrière eux, ils entendaient les bruits de la rafle, des cris, des pleurs, des ordres aboyés en allemand, le bruit des bottes sur le pavé, des portes qu'on enfonçait, des familles qu'on arrachait à leur foyer. Sarah serrait David contre elle, essayant de couvrir ses oreilles pour qu'il n'entende pas ces sons terrifiants. Finalement, ils émergèrent dans une cave. Jacob connaissait cet endroit. C'était la cave d'une église, l'église Saint-Paul-Saint-Louis, située à quelques rues de là. Le prêtre, le père Antoine Moreau, était un homme bon qui avait déjà aidé plusieurs familles juives à se cacher. Jacob frappa doucement à une porte en bois selon un code convenu. 3 coups, une pause, 2 coups. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit et le visage ridé mais bienveillant du père Moreau apparut. « Vite, entrez !» murmura-t-il en regardant nerveusement autour de lui. Ils se précipitèrent à l'intérieur. Le père Moreau referma la porte et les conduisit à travers un dédale de couloirs souterrains jusqu'à une petite pièce cachée derrière une fausse étagère. « Vous serez en sécurité ici, pour le moment, » dit-il. « Mais ils fouillent partout, même les églises ne sont plus sacrées pour eux. » Jacob lui serra la main avec reconnaissance. « Merci, mon père, que Dieu vous bénisse. » Le prêtre sourit tristement. « C'est vous qui avez besoin de bénédiction, mon ami. Restez silencieux, je reviendrai ce soir avec de la nourriture. » La pièce était minuscule, à peine assez grande pour 4 personnes. Il y avait un matelas mince sur le sol, une couverture, une cruche d'eau et un seau. Pas de fenêtre, pas de lumière naturelle, seulement une petite bougie que le père Moreau avait laissée. Esther s'assit sur le matelas avec David, le berçant doucement. Jacob s'adossa au mur froid, fermant les yeux, essayant de ne pas penser à sa mère restée dans l'appartement. Sarah, elle, ne pouvait pas rester immobile. Elle marchait de long en large dans l'espace étroit, son esprit tournant à toute vitesse. Elle pensait à tous ceux qu'ils avaient laissés derrière eux, aux voisins, aux amis, aux familles entières qui étaient en train d'être embarquées dans ces camions. Où les emmenaient-ils ? Que leur ferait-il ? Les rumeurs parlaient de camps, de trains, de destinations inconnues à l'est. Personne ne revenait jamais de ces endroits. Des heures passèrent. Dans l'obscurité de leur cachette, le temps semblait suspendu. Ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait dehors. Était-ce le jour ou la nuit ? La rafle était-elle terminée ? Combien de personnes avaient été arrêtées ? À un moment, David demanda d'une petite voix « Où est grand-mère Rebecca ?» Un silence lourd tomba. Esther serra son fils plus fort contre elle, incapable de répondre. Ce fut Sarah qui finalement parla. « Grand-mère est très courageuse, David. Elle nous a sauvés. Elle est notre héroïne. » Vers la fin de l'après-midi, ils entendirent des bruits au-dessus d'eux. Des pas lourds, des voix en allemand. Les nazis fouillaient l'église. Sarah sentit son cœur s'arrêter. Jacob posa un doigt sur ses lèvres, signalant à tout le monde de rester absolument silencieux. David, comprenant la gravité de la situation, enfouit son visage dans le giron de sa mère, retenant son souffle. Les pas se rapprochaient. Ils entendaient distinctement les soldats ouvrir des portes, déplacer des objets, interroger le père Moreau. « Y a-t-il quelqu'un qui se cache ici ?» demanda une voix allemande. « Non, je vous l'assure », répondit le père Moreau d'une voix ferme. « Cette église n'abrite que des fidèles en prière et les pauvres qui viennent chercher du pain. » Il y eut un long silence, puis les pas s'éloignèrent. Sarah laissa échapper un soupir de soulagement qu'elle avait retenu pendant ce qui lui avait semblé une éternité. Mais elle savait que ce n'était qu'un répit temporaire. Il ne pouvait pas rester caché ici indéfiniment. La nuit tomba. Le père Moreau revint avec du pain, du fromage et de l'eau. Il leur apporta aussi des nouvelles dévastatrices. « Ils ont arrêté plus de 1000 personnes aujourd'hui dans le marais », murmura-t-il, la voix brisée. « Des familles entières, des enfants, des vieillards. Ils les ont emmenés au vélodrome d'hiver.
On dit qu'ils seront déportés vers l'Est. Jacob ferma les yeux, le visage tordu de douleur. Il pensait à sa mère, à tous ceux qu'il connaissait. Et ma mère, Rebecca Goldstein. Le père Moreau baissa les yeux. Je ne sais pas, mon ami. Je suis désolé. Cette nuit-là, personne ne dormit vraiment. Ils restèrent là, dans l'obscurité, chacun perdu dans ses pensées et ses peurs. Sarah pensait à son avenir qui semblait désormais inexistant. Comment pouvait-il vivre dans un monde aussi fou? Comment pouvait-il avoir de l'espoir quand la haine triomphait partout? Elle repensa à tous ses rêves d'avant la guerre. Elle voulait devenir styliste, créer de belles robes, peut-être ouvrir un jour sa propre boutique. Maintenant, elle était simplement reconnaissante d'être encore en vie, pour le moment du moins. Mais au fond de cette obscurité, une petite flamme brûlait encore dans son cœur. Une flamme que ni les nazis ni personne ne pourrait jamais éteindre complètement. C'était l'espoir. L'espoir que quelque part, quelqu'un se battait contre cette injustice. L'espoir que l'amour et la bonté pouvaient encore exister, même dans les ténèbres. L'espoir que cette nuit finirait par se terminer et que l'aube reviendrait un jour. Le lendemain matin, le père Moreau leur annonça qu'il avait trouvé un moyen de les faire sortir de Paris. Il connaissait un réseau de résistants qui aidait les Juifs à fuir vers la zone libre, au sud. C'était dangereux, très dangereux, mais c'était leur seule chance de survie. « Vous partirez demain soir », leur dit-il. « Préparez-vous, prenez seulement ce que vous pouvez porter facilement, et surtout, priez. » Sarah regarda son père, sa mère, son petit frère. Ils allaient devoir tout quitter, leur maison, leurs souvenirs, leur vie. Mais ils seraient ensemble, et tant qu'ils étaient ensemble, il y avait de l'espoir. Elle pensait à sa grand-mère Rebecca qui avait sacrifié sa vie pour les sauver. Elle se promit de ne jamais oublier ce sacrifice, de vivre pleinement pour honorer cette courageuse femme qui leur avait donné une chance de survivre. Ce n'est que le début de leur incroyable voyage. Si vous voulez découvrir comment l'amour va transformer leur destin et leur donner la force de continuer, abonnez-vous à Lumière Noire et aimez cette vidéo. Votre soutien permet de partager ces histoires d'espoir avec le monde entier. Restez avec nous pour le chapitre 2. Chapitre 2. La lumière dans les ténèbres. Le soir du départ arriva plus vite qu'il ne l'aurait voulu. Le 14 décembre 1941, 2 jours après la rafle qui avait bouleversé leur vie, la famille Goldstein se préparait à quitter Paris, la ville qui avait été leur foyer pendant des générations. Sarah emballait leurs maigres possessions dans un petit sac. Quelques vêtements, les photos de famille qu'elle avait réussi à sauver, le châle de prière de son père et le collier en argent de sa grand-mère Rebecca, que sa mère avait insisté pour qu'elle prenne. « C'est tout ce qui nous reste d'elle maintenant », avait murmuré Esther, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Le père Moreau arriva à la tombée de la nuit, accompagné d'un homme que personne ne connaissait. Il était grand, mince, avec des cheveux blonds soigneusement peignés et des yeux d'un bleu perçant qui semblait voir à travers les gens. Il portait un costume élégant sous un long manteau noir et avait l'air d'appartenir à la haute société parisienne plutôt qu'à un réseau clandestin de résistants. « Voici monsieur Laurent Beaumont », présenta le père Moreau. « Il va vous conduire hors de Paris. Vous pouvez lui faire confiance de votre vie. » Laurent s'avança et serra la main de Jacob avec une fermeté rassurante. Puis son regard se posa sur Sarah et quelque chose d'étrange se produisit. Pendant un instant, leurs yeux se croisèrent et le temps sembla se suspendre. Sarah sentit son cœur faire un bond inexplicable dans sa poitrine. Ce n'était pas le moment pour de telles émotions, elle le savait, mais il y avait quelque chose dans le regard de cet homme qui lui donnait un sentiment de sécurité qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Laurent, de son côté, fut frappé par la force et la dignité qu'il vit dans les yeux noisettes de cette jeune femme. Malgré la peur et l'épuisement qui marquaient son visage, elle se tenait droite, protectrice envers son petit frère, courageuse face à l'incertitude. « Nous devons partir maintenant », dit Laurent d'une voix douce mais urgente. « J'ai une voiture garée à 2 rues d'ici. Nous allons marcher calmement, comme si nous étions simplement des gens qui rentrent chez eux après une soirée. Si nous croisons des soldats, laissez-moi parler. J'ai des papiers qui devraient nous protéger, mais il vaut mieux éviter toute confrontation. » Il sortit de sa poche des cartes d'identité falsifiées. « Vous êtes maintenant la famille Durand. Jacob, vous êtes Pierre Durand, comptable. Esther, vous êtes Marie Durand, son épouse. Sarah, vous êtes Claire Durand. Et toi, petit homme, dit-il en s'agenouillant devant David, tu es Thomas Durand. Peux-tu te souvenir de ton nouveau nom ?» David hocha la tête solennellement, même s'il ne comprenait pas vraiment pourquoi il devait changer de nom. Ils quittèrent la cachette en silence, remontant les couloirs souterrains de l'église jusqu'à une sortie latérale que peu de gens connaissaient.
Le père Moreau les bénit une dernière fois, les larmes aux yeux. « Que Dieu vous protège, mes enfants, » murmura-t-il, « et qu'il pardonne à ce monde devenu fou. » Laurent les guida dans les rues sombres de Paris. La ville était plongée dans le couvre-feu et l'obscurité totale, à cause des mesures de défense passive contre les bombardements. Seules quelques lampes tamisées éclairaient faiblement les rues principales. Ils marchaient rapidement, mais sans courir, essayant de paraître naturels malgré la terreur qui les habitait. Soudain, au coin d'une rue, 2 soldats allemands apparurent. « Halte !» cria l'un d'eux. « Pas pire !» Laurent s'avança calmement, un sourire charmant sur le visage. Il parlait en allemand parfait, une langue que Sarah fut surprise de l'entendre maîtriser avec un accent impeccable. « Guten Abend, meine Herren. Je suis Laurent Beaumont, conseiller auprès de l'administration française. Voici la famille Durand, mes employés, qui reviennent d'une soirée chez moi où nous avons discuté de questions administratives importantes. » Il tendit ses papiers et ceux de la famille avec une assurance qui ne laissait transparaître aucune nervosité. Les soldats examinèrent les documents à la lumière de leurs torches. Sarah sentit la main de David trembler dans scène. Elle la serra doucement, essayant de lui transmettre du courage alors que son propre cœur battait la chamade. Un des soldats regarda Jacob avec suspicion. « Votre nez » commença-t-il en français avec un fort accent allemand, faisant allusion aux traits qui pouvaient suggérer une origine juive. Laurent intervint immédiatement avec un sourire désinvolte. « Ah, monsieur Durand et sa famille sont originaires du sud de la France, près de la frontière italienne. Vous savez comment sont les gens de cette région, toutes sortes de traits méditerranéens. » Il continua à parler avec tant de confiance et d'autorité naturelle que les soldats, impressionnés par ses papiers officiels et son assurance, finirent par leur rendre leurs documents. « Allez-y, mais rentrez vite, le couvre-feu est strict. » Laurent les remercia poliment et ils continuèrent leur chemin, chaque pas les éloignant du danger immédiat. Sarah respirait difficilement, l'adrénaline coulant dans ses veines. Elle regarda Laurent avec une admiration nouvelle. Cet homme risquait sa vie pour eux, des étrangers. Pourquoi ? Qu'est-ce qui poussait quelqu'un à mettre sa propre sécurité en péril pour sauver des Juifs dans une France occupée où la collaboration était récompensée et la résistance punie de mort ? Ils atteignirent finalement la voiture, une élégante Citroën noire garée dans une rue étroite. Laurent ouvrit les portes et les fit monter rapidement. Jacob et Esther s'installèrent à l'arrière avec David entre eux, tandis que Sarah fut invitée à s'asseoir à l'avant, à côté de Laurent. Alors qu'il démarrait le moteur et que la voiture commençait à rouler dans les rues désertes de Paris, Sarah ne put s'empêcher de demander « Pourquoi faites-vous cela ? Pourquoi risquez-vous tout pour nous ?» Laurent garda les yeux sur la route pendant un long moment avant de répondre « Parce que c'est la bonne chose à faire, parce que je ne peux pas rester les bras croisés pendant que l'humanité est piétinée, et parce que… » Il hésita. « Parce que j'ai perdu quelqu'un de très cher dans un camp de concentration en Allemagne. Mon meilleur ami, Stéphane, était juif. Il a disparu il y a 2 ans. Depuis, j'ai juré de sauver autant de personnes que possible. Chaque vie sauvée est une victoire contre la barbarie. » Sarah sentit son cœur se serrer. Elle comprit alors que Laurent ne faisait pas cela par idéalisme abstrait, mais par amour et par perte. Il portait sa propre douleur et la transformait en action, en résistance, en espoir. « Je suis désolé pour votre ami », murmura-t-elle. Laurent tourna brièvement la tête vers elle et elle vit une profondeur de tristesse dans ses yeux bleus, mais aussi une détermination farouche. « Moi aussi, mais Stéphane m'a appris quelque chose d'important avant de partir, que l'amour est plus fort que la haine, toujours. Même quand tout semble perdu, l'amour trouve un chemin. » Ces mots résonnèrent en Sarah comme une vérité fondamentale. Pendant tout le trajet, alors que Paris disparaissait derrière eux et qu'ils s'enfonçaient dans la nuit vers une destination incertaine, elle réfléchit à ces paroles. L'amour était-il vraiment plus fort ? Dans un monde où des millions de personnes étaient persécutées, torturées, tuées pour ce qu'elles étaient, comment l'amour pouvait-il triompher ? Pourtant, en regardant Laurent conduire avec prudence et détermination, en sentant la présence réconfortante de sa famille derrière elle, en pensant au sacrifice de sa grand-mère Rebecca et au courage du père Moreau, elle commença à comprendre. L'amour ne signifiait pas que tout irait bien. L'amour signifiait qu'on se battait pour ce qui était juste, même face à l'impossible. L'amour signifiait qu'on refusait de laisser la haine définir notre humanité. Le voyage fut long et périlleux. Ils durent passer plusieurs points de contrôle allemands et à chaque fois, Laurent utilisait son charme, son allemand impeccable et ses faux papiers pour les faire passer. Sarah admirait sa capacité à rester calme sous pression, à mentir avec une telle conviction que même les nazis les plus méfiants les laissaient partir.
Mais elle voyait aussi la tension dans ses mains qui serraient le volant, la fine pellicule de sueur sur son front malgré le froid de la nuit d'hiver. Cet homme était terrifié, comme eux tous, mais il ne le montrait jamais. À l'aube, ils atteignirent une ferme isolée près de Dijon. C'était une étape sûre dans le réseau de résistance, un endroit où ils pouvaient se reposer avant de continuer vers la zone libre. La fermière, Madame Rousseau, une femme robuste, au visage buriné par le soleil et les années, les accueillit avec une soupe chaude et du pain frais. « Vous êtes en sécurité ici, pour le moment », dit-elle d'une voix brume et gentille. « Les Allemands ne viennent presque jamais ici. Mangez, reposez-vous, vous en aurez besoin pour la suite du voyage. » Pendant que la famille Goldstein se reposait dans la grange aménagée en refuge clandestin, Laurent et Sarah se retrouvèrent un moment seuls, assis sur un banc de bois près du puits de la ferme. Le soleil se levait, teignant le ciel de rose et d'or, et pour la première fois depuis des jours, Sarah se permit de respirer un peu. « Merci », dit-elle simplement. Les mots semblaient insuffisants pour exprimer la gratitude qu'elle ressentait. « Vous nous avez sauvé la vie ?» Laurent sourit, un sourire triste mais sincère. « Le voyage n'est pas terminé, Sarah. Nous avons encore beaucoup de chemin à faire avant que vous soyez vraiment en sécurité. Je le sais, mais vous nous avez donné quelque chose de plus précieux que la sécurité. Vous nous avez donné l'espoir. » Elle hésita, puis ajouta « Et vous m'avez fait comprendre que même dans les ténèbres les plus profondes, il y a encore des gens bons, des gens comme vous qui choisissent l'amour plutôt que la haine. » Laurent la regardait avec une intensité qui la fit frissonner. « L'amour change tout, Sarah. Il transforme nos vies de manière que nous ne pouvons même pas imaginer. Avant de rencontrer Stéphane, j'étais un homme privilégié qui vivait dans son confort, indifférent aux souffrances des autres. Son amitié m'a ouvert les yeux, et maintenant, il hésita, comme s'il allait dire quelque chose d'important mais ne trouvait pas les mots. « Maintenant quoi ?» demanda Sarah doucement. Laurent prit une profonde inspiration. « Maintenant, je comprends que nous sommes tous connectés, que votre souffrance est ma souffrance, que votre espoir est mon espoir, et que... » Il la regarda droit dans les yeux, que certaines rencontres changent tout. En quelques heures, vous et votre famille êtes devenus importants pour moi, d'une manière que je ne peux pas vraiment expliquer. Sarah sentit son cœur battre plus fort. Elle savait exactement ce qu'il voulait dire, parce qu'elle ressentait la même chose. Dans ce monde fou où tout s'écroulait, où la mort rôdait à chaque coin de rue, elle avait trouvé une connexion humaine profonde avec cet étranger qui risquait tout pour eux. Leur moment fut interrompu par l'arrivée de Jacob, qui venait chercher sa fille. Il regarda Laurent avec gratitude, mais aussi avec la vigilance protectrice d'un père. « Monsieur Beaumont, je ne pourrai jamais assez vous remercier pour ce que vous faites pour nous. Ma famille vous doit la vie. » Laurent se leva et serra la main de Jacob. « Nous devons nous serrer les coudes en ces temps sombres, Monsieur Goldstein, ou dois-je dire Monsieur Durand ?» ajouta-t-il avec un léger sourire. Jacob sourit aussi, appréciant l'humour dans une situation si grave. « Appelez-moi Jacob. Nous avons dépassé les formalités, je crois. » Les jours suivants furent une succession de voyages nocturnes, de cachettes temporaires, de moments de terreur quand ils entendaient des soldats approcher, et de soulagement quand ils réalisaient qu'ils avaient échappé une fois de plus au danger. Laurent les guida à travers la France occupée avec une expertise qui suggérait qu'il avait fait ce voyage de nombreuses fois auparavant. Combien de familles avait-il sauvé? Combien de vies avait-il changé par son courage? Sarah ne le demanda jamais, mais elle voyait dans ses yeux qu'il portait le poids de chaque personne qu'il n'avait pas pu sauver. Un soir, alors qu'il se cachait dans une cave près de Lyon, attendant que la voie soit libre pour traverser la ligne de démarcation vers la zone libre, David tomba malade. Il avait de la fièvre, frissonnait violemment, et Esther était folle d'inquiétude. « Il a besoin d'un médecin », dit-elle, la voix brisée par l'angoisse. Mais appeler un médecin était impossible, cela attirerait l'attention, poserait des questions. Laurent prit une décision rapide. « Je connais quelqu'un, un médecin qui fait partie du réseau. Il viendra discrètement. » Et effectivement, quelques heures plus tard, un vieil homme avec une sacoche noire arriva, examina David et diagnostiqua une pneumonie légère. « Il a besoin de repos, de chaleur et de ses médicaments », dit le docteur en sortant des flacons de sa sacoche. « Avec des soins appropriés, il se rétablira. » Sarah observa Laurent pendant qu'il aidait à soigner son petit frère, apportant des couvertures chaudes, veillant à ce que David prenne ses médicaments, racontant même des histoires pour distraire l'enfant malade. Elle vit un homme qui n'était pas seulement courageux, mais aussi profondément humain, capable de tendresse au milieu de la guerre. Et à ce moment-là, quelque chose bascula dans son cœur. Elle réalisa qu'elle était en train de tomber amoureuse de cet homme. C'était fou, inapproprié, impossible dans leur situation,
Mais l'amour ne choisit pas son moment. Il arrive quand il veut, même ou peut-être surtout dans les ténèbres. Une nuit, alors que David dormait enfin paisiblement et que les autres se reposaient, Sarah et Laurent se retrouvèrent à nouveau seuls, montant la garde près de l'entrée de leur cachette. « Vous devriez dormir », dit Laurent doucement. « Je peux surveiller. » Sarah secoua la tête. « Je ne peux pas dormir. Trop de pensées. » Laurent comprit. Ils restèrent assis côte à côte dans un silence confortable, le genre de silence qui n'existe qu'entre les personnes qui se comprennent profondément sans avoir besoin de mots. Finalement, Sarah parla. Avant tout cela, j'avais des rêves. Je voulais être styliste, créer de belles choses, apporter de la beauté dans le monde. Maintenant, ces rêves semblent si lointains, si naïfs. Laurent se tourna vers elle. Ils ne sont pas naïfs, Sarah. Ils sont essentiels. Le monde a besoin de beauté, surtout maintenant. Le monde a besoin de gens qui croient encore que les choses belles et bonnes sont possibles. Ne laissez jamais cette guerre vous voler vos rêves. C'est exactement ce que les nazis veulent, écraser non seulement nos corps, mais aussi nos âmes, nos espoirs, nos rêves. Si vous gardez vos rêves vivants, vous gagnez contre eux. Ces paroles touchèrent Sarah au plus profond d'elle-même. Elle regarda Laurent avec des larmes dans les yeux. « Comment faites-vous pour rester si fort, pour garder espoir alors que tout autour de nous s'effondre ?» Laurent quit une profonde inspiration. Parce que j'ai appris que l'espoir n'est pas une chose passive. L'espoir est un acte de résistance. Chaque jour où je me lève et décide d'aider quelqu'un, c'est un acte d'espoir. Chaque fois que je refuse de laisser la peur me paralyser, c'est un acte d'espoir. Et maintenant, il hésita, puis prit sa main dans la sienne. Maintenant, vous me donnez une raison supplémentaire d'espérer. Sarah sentit son cœur exploser. Elle savait qu'elle devrait être prudente, que s'attacher à quelqu'un dans ces circonstances était dangereux. Mais elle ne put s'empêcher de serrer sa main en retour. « Laurent, murmura-t-elle, quand tout ceci sera terminé, si nous survivons. »« Quand nous survivrons, la corrigea-t-il fermement. »« Quand nous survivrons, répéta-t-elle avec un sourire. Je veux vous revoir. Je veux connaître l'homme que vous êtes sans la guerre. » Laurent leva sa main et embrassa doucement ses doigts. « Et moi, je veux voir la styliste que vous deviendrez. Je veux voir les belles choses que vous créerez. Et je veux être là pour vous rappeler, chaque jour, que vous avez survécu à l'impossible. » Ce moment, dans cette cave sombre près de Lyon, alors que la guerre faisait rage dehors et que l'avenir était incertain, fut un moment de pure lumière. C'était la preuve vivante que l'amour peut naître même dans les circonstances les plus sombres, que l'humanité peut triompher même face à la barbarie, que l'espoir est plus fort que le désespoir. Sarah comprit à cet instant que sa grand-mère Rebecca avait raison. Il fallait choisir la vie, toujours choisir la vie, peu importe les circonstances. Quelques jours plus tard, David était suffisamment rétabli pour voyager. Laurent les conduisit à la ligne de démarcation, un moment critique et dangereux. Les Allemands surveillaient étroitement cette frontière invisible qui séparait la France occupée de la zone dite libre contrôlée par le gouvernement de Vichy. Laurent avait arrangé une traversée avec des passeurs locaux qui connaissaient chaque chemin, chaque cachette. Mais au moment de la séparation, Sarah réalisa quelque chose de déchirant. Laurent ne venait pas avec eux. « Vous ne venez pas ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Laurent secoua la tête. « Je dois retourner à Paris. Il y a d'autres familles qui ont besoin d'aide. Mon travail n'est pas terminé. » Sarah sentit les larmes couler sur ses joues. « Mais, et si nous ne nous revoyons jamais? Et si... » Laurent posa doucement ses doigts sur ses lèvres. « Nous nous reverrons, Sarah, je vous le promets. Cette guerre finira, et quand elle finira, je vous retrouverai. Où que vous soyez, je vous retrouverai. » Ils s'étreignirent alors, une étreinte désespérée et pleine d'espoir à la fois. Jacob, Esther et même le petit David détournèrent le regard, leur donnant ce moment d'intimité. « Je vous aime », murmura-t-elle, les mots s'échappant de ses lèvres avant qu'elle puisse les retenir. Laurent la serra plus fort. « Et moi aussi, je vous aime, plus que je ne croyais possible. Vous avez changé ma vie, Sarah Goldstein. Vous m'avez rappelé pourquoi je me bats. Maintenant, allez, soyez libre, vivez, rêvez, et attendez-moi. » La séparation fut déchirante. Sarah regarda Laurent s'éloigner dans la nuit, retournant vers les dangers de Paris occupé, et elle comprit la vraie signification du courage. Ce n'était pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré la peur. Laurent était terrifié, elle le savait, mais il retournait quand même parce que d'autres avaient besoin de lui. C'était l'amour en action, non pas un amour égoïste qui cherche seulement son propre bonheur, mais un amour qui se donne,
qui se sacrifie, qui change le monde une personne à la fois. La famille Goldstein traversa la ligne de démarcation cette nuit-là, guidée par les passeurs à travers des forêts sombres et des chemins boueux. C'était épuisant, dangereux, mais finalement, alors que l'aube pointait, ils se retrouvèrent de l'autre côté. Ils étaient en zone libre. Pas vraiment libre, le gouvernement de Vichy collaborait avec les nazis et les persécutions continuaient, mais c'était un premier pas vers la survie. Dans les mois et les années qui suivirent, la famille Goldstein connut encore bien des épreuves. Ils durent continuer à se cacher, à changer d'identité, à vivre dans la peur constante. Mais ils survécurent. Sarah ne reçut jamais de nouvelles de Laurent pendant toute la durée de la guerre. Elle ne savait pas s'il était vivant ou mort, s'il avait été capturé, s'il avait survécu à ces missions dangereuses. Chaque jour, elle priait pour lui, gardant vivante dans son cœur la promesse qu'il s'était faite. Et puis, en mai 1945, la guerre se termina enfin. L'Allemagne nazie capitula. Les camps de concentration furent libérés, révélant au monde l'ampleur des horreurs qui avaient été commises. Des millions de Juifs avaient été assassinés, y compris la grand-mère Rebecca, comme la famille l'apprit finalement. Mais au milieu de cette immense tristesse, il y avait aussi de l'espoir. L'espoir d'une reconstruction, d'un monde meilleur, d'un avenir où une telle barbarie ne serait plus jamais possible. Sarah retourna à Paris avec sa famille. La ville était marquée par la guerre, mais elle était toujours debout, toujours belle, toujours Paris. Elle se rendit à l'église Saint-Paul-Saint-Louis, espérant trouver le père Moreau et peut-être des nouvelles de Laurent. Le vieux prêtre était toujours là, plus âgé, plus fragile, mais toujours avec ce regard bienveillant. Il pleura en revoyant la famille Goldstein. « Vous avez survécu. Dieu soit loué, vous avez survécu. » Il avait des nouvelles de Laurent. Il avait été arrêté par la Gestapo en 1943, torturé pour obtenir des informations sur le réseau de résistance. Mais il n'avait rien dit. Il avait été envoyé en camp de concentration. Le père Moreau ne savait pas s'il avait survécu. Sarah sentit son monde s'effondrer, mais elle refusa d'abandonner l'espoir. Si Laurent lui avait appris quelque chose, c'était que l'espoir était un acte de résistance. Elle commença à chercher, à faire des recherches dans les listes de survivants, à contacter les organisations qui aidaient à retrouver les disparus. Des semaines passèrent, puis des mois. Et puis, un jour d'automne 1945, alors qu'elle cousait dans le petit atelier qu'elle avait réussi à ouvrir, réalisant enfin son rêve de créer de belles choses, quelqu'un frappa à la porte. Elle ouvrit et son cœur s'arrêta. C'était Laurent. Amaigri, marqué par les souffrances, mais vivant. Vivant. Ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre, pleurant et riant à la fois. « Je vous avais promis que je vous retrouverais », murmura-t-il. « Je tiens toujours mes promesses. » Cette histoire vraie nous rappelle que même dans les ténèbres les plus profondes, l'amour triomphe, que l'espoir n'est jamais perdu tant que des gens courageux choisissent la lumière plutôt que l'obscurité. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à Lumière Noire et aimez cette vidéo pour que davantage de personnes découvrent ces histoires d'espoir qui prouvent que l'humanité peut toujours vaincre la haine. Partagez avec ceux qui ont besoin d'être rappelés que l'amour change tout. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin.